Bonsoir, on se retrouve en fait pour la 4e partie de Orgueil et préjugés de Jane Austen. On va lire là à partir du chapitre 19 qui est à la page 115. Chapitre 19. Le lendemain amena du nouveau à Longbourn. Mr. Collins fit sa déclaration. Il n'avait plus de temps à perdre, son congé devant se terminer le samedi suivant, et comme sa modestie ne lui inspirait aucune inquiétude qui pût l'arrêter au dernier moment, il décida de faire sa demande dans les formes qu'il jugeait indispensables dans cette circonstance. Trouvant après le breakfast Mrs. Bennet en compagnie d'Elizabeth et d'une autre de ses filles, il lui parla ainsi. « Puis-je, madame, solliciter votre bienveillant appui pour obtenir de votre fille Elizabeth un entretien particulier dans le cours de la matinée ?» Avant qu'Elizabeth rougissante eût le temps d'ouvrir la bouche, Mrs. Bennet avait déjà répondu. « Mais je crois bien. Je suis sûre qu'Elizabeth ne demande pas mieux. Venez, Kitty, j'ai besoin de vous au premier. » Et rassemblant son ouvrage, elle se hâtait vers la porte, lorsqu'Elizabeth s'écria. « Ma mère, ne sortez pas, je vous en prie. Mr. Collins m'excusera, mais il n'a certainement rien à me dire que tout le monde ne puisse entendre. Je vais moi-même me retirer. »« Non, non, Lizzie. Quelle est cette sottise ? Je désire que vous restiez. » Et comme Elizabeth, rouge de confusion et de colère, continuait à gagner la porte, Mrs. Bennet ajouta. « Lizzie, j'insiste pour que vous restiez et que vous écoutiez ce que Mr. Collins veut vous dire. » La jeune fille ne pouvait résister à une telle injonction. Comprenant, après un instant de réflexion, que mieux valait en finir au plus vite, elle se rassit et reprit son ouvrage pour se donner une contenance et dissimuler la contrariété ou l'envie de rire qui la prenait tour à tour. La porte était à peine refermée sur Mrs. Bennet et Kitty que Mr. Collins commençait. « Croyez, chère Miss Elizabeth, que votre modestie, loin de me déplaire, ne fait à mes yeux qu'ajouter à vos charmes. Vous m'auriez paru moins aimable sans ce petit mouvement de retraite, mais laissez-moi vous assurer que j'ai pour vous parler la permission de votre respectable mère. Vous vous doutez sûrement du but de cet entretien, bien que votre délicatesse vous fasse simuler le contraire. J'ai eu pour vous trop d'attention pour que vous ne m'ayez pas deviné. À peine avais-je franchi le seuil de cette maison que je voyais en vous la compagne de mon existence. Mais avant de me laisser emporter par le flot de mes sentiments, peut-être serait-il plus convenable de vous exposer les raisons qui me font songer au mariage et le motif qui m'a conduit en Hertfordshire pour y chercher une épouse. » L'idée du solennel Mr. Collins se laissant emporter par le flot de ses sentiments parut si comique à Elizabeth qu'elle dut faire effort pour ne pas éclater de rire et perdit l'occasion d'interrompre cet éloquent discours. « Les raisons qui me déterminent à me marier, continua-t-il, sont les suivantes. Premièrement, je considère qu'il est du devoir de tout clergyman de donner le bon exemple à sa paroisse en fondant un foyer. Deuxièmement, je suis convaincu, ce faisant, de travailler à mon bonheur. Troisièmement, j'aurais dû peut-être commencer par là, je réponds ainsi au désir exprimé par la très noble dame que j'ai l'honneur d'appeler ma protectrice. Par 2 fois et sans que je lui en eusse prié, elle a daigné me faire savoir son opinion à ce sujet. Le samedi soir qui a précédé mon départ, entre 2 parties de quadrille, elle m'a encore dit « Mr. Collins, il vous faut marier. Un clergyman comme vous doit se marier. Faites un bon choix. Pour ma satisfaction et pour la vôtre, prenez une fille de bonne famille, active, travailleuse, non point élevée dans des idées de grandeur, mais capable de tirer un bon parti d'un petit revenu. Trouvez une telle compagne le plus tôt possible, amenez-la à Hunsford et j'irai lui rendre visite. Permettez-moi, ma belle cousine, de vous dire en passant que la bienveillance de Lady Catherine de Bourgh n'est pas un des moindres avantages que je puis vous offrir. Ces qualités dépassent tout ce que je puis vous en dire, et je crois que votre vivacité et votre esprit lui plairont, surtout s'ils sont tempérés par la discrétion et le respect que son rang ne peut manquer de vous inspirer. Tels sont les motifs qui me poussent au mariage. Il me reste à vous dire pourquoi je suis venue choisir une femme à Longbourn plutôt que dans mon voisinage où, je vous assure, il ne manque pas d'aimables jeunes filles. Mais devant hériter de ce domaine à la mort de votre honorable père, qui je l'espère ne se produira pas d'ici de longues années, je ne pourrais être complètement satisfait si je ne choisissais pas une de ces filles afin de diminuer autant que possible le tort que je leur causerai lorsque arrivera le douloureux événement. Dieu veuille que ce soit le plus tard possible.
Ces raisons, ma chère cousine, ne me feront pas, je l'espère, baisser dans votre estime. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous exprimer en termes ardents toute la force de mes sentiments. La question de la fortune me laisse indifférent. Je sais que votre père ne peut rien vous donner et que 1000 livres placées à 4% sont tout ce que vous pouvez espérer recueillir après la mort de votre mère. Je garderai donc le silence le plus absolu sur ce chapitre, et vous pouvez être sûr que jamais je vous n'entendrai sortir de ma bouche un reproche dénué de générosité lorsque nous serons mariés. Vous allez trop vite, monsieur, s'écria Elisabeth. Vous oubliez que je ne vous ai pas encore répondu. Laissez-moi le faire sans plus tarder. Je suis très sensible à l'honneur que vous me faites par cette proposition, et je vous en remercie. Mais il m'est impossible de ne point la décliner. Je sais depuis longtemps, répliqua Mr. Collins avec un geste majestueux, qu'il est d'usage parmi les jeunes filles de repousser celui qu'elles ont au fond l'intention d'épouser lorsqu'ils se déclarent pour la première fois, et qu'il leur arrive de renouveler ce refus une seconde et même une troisième fois. C'est pourquoi votre réponse ne peut me décourager, et j'ai confiance que j'aurai avant longtemps le bonheur de nous conduire à l'hôtel. En vérité, monsieur, cette confiance est plutôt extraordinaire, après ce que je viens de vous déclarer. Je vous affirme que je ne suis point de ces jeunes filles, si tant est qu'il en existe, assez imprudentes pour jouer leur bonheur sur la chance de se voir demander une seconde fois. Mon refus est des plus sincères. Vous ne pourriez pas me rendre heureuse, et je suis la dernière femme qui pourrait faire votre bonheur. Bien plus si votre amie Lady Catherine me connaissait, je suis sûre qu'elle me trouverait fort mal qualifiée pour la situation que vous me proposez. Quand bien même, répondit gravement Mr. Collins, l'avis de Lady Catherine, mais je ne puis imaginer sa grâce vous regardant d'un œil défavorable, et soyez certaine que, lorsque je la reverrai, je lui vanterai avec chaleur votre modestie, votre esprit d'ordre et vos autres aimables qualités. Mr. Collins, toutes ces louanges seraient inutiles. Veuillez m'accorder la liberté de juger pour mon compte et me faire la grâce de croire ce que je vous dis. Je souhaite vous voir heureux et riche, et, en vous refusant ma main, je contribue à la réalisation de ce vœu. Les scrupules respectables que vous exprimiez au sujet de ma famille sont sans objet maintenant que vous m'avez proposé d'être votre femme, et vous pourrez, quand le temps viendra, entrer en possession de Longbourn sans vous adresser aucun reproche. Cette question est donc réglée. Elle s'était levée en prononçant ces derniers mots, et allait quitter la pièce quand Mr. Collins l'arrêta par ces mots. Lorsque j'aurai l'honneur de reprendre cette conversation avec vous, j'espère recevoir une réponse plus favorable. Non point que je vous accuse de cruauté, et peut-être même, en faisant la part de la réserve habituelle à votre sexe, en avez-vous dit assez aujourd'hui pour m'encourager à poursuivre mon projet. En vérité, Mr. Collins, s'écria Elisabeth avec chaleur, vous me confondez. Si vous considérez tout ce que je viens de vous dire comme un encouragement, je me demande en quels termes il me faut exprimer mon refus pour vous convaincre que c'en est un. Laissez-moi croire, ma chère cousine, que ce refus n'est qu'une simple formalité. Il ne me semble pas que je sois indigne de vous, ni que l'établissement que je vous offre ne soit pas pour vous des plus enviables. Ma situation, mes relations avec la famille de Bourg, ma parenté avec votre famille sont autant de conditions favorables à ma cause. En outre, vous devriez considérer qu'en dépit de tous vos attraits, vous n'êtes nullement certaine de recevoir une autre demande en mariage. Votre dot est malheureusement si modeste qu'elle doit inévitablement contrebalancer l'effet de votre charme et de vos qualités. Force m'est donc de conclure que votre refus n'est pas sérieux, et je préfère l'attribuer au désir d'exciter ma tendresse en la tenant en suspens, suivant l'élégante coutume des femmes du monde. Soyez sûr, monsieur, que je n'ai aucune prétention à cette sorte d'élégance qui consiste à faire souffrir un homme honnête. Je préfère qu'on me fie le compliment de croire à ce que je dis. Je vous remercie 1000 fois de votre proposition, mais il m'est impossible de l'accepter. Mes sentiments me l'interdisent absolument. Puis-je parler avec un peu plus de clarté ? Ne me prenez pas pour une coquette qui prendrait plaisir à vous tourmenter, mais pour une personne raisonnable qui parle en toute sincérité. Vous êtes vraiment délicieuse, quoi que vous fassiez, s'écria-t-il avec une lourde galanterie, et je suis persuadé que ma demande, une fois sanctionnée par la volonté expresse de vos excellents parents, ne manquera pas de vous paraître acceptable. Devant cette invincible persistance à vouloir s'abuser, Elisabeth abandonna la partie et se retira en silence. Chapitre 20. Mr. Collins ne resta pas longtemps seul à méditer sur le succès de sa déclaration. Mrs. Bennet, qui rôdait dans le vestibule en attendant la fin de l'entretien,
n'eut pas plutôt vu sa fille ouvrir la porte et gagner rapidement l'escalier qu'elle entra dans la salle à manger et félicita Mr. Collins avec chaleur en lui exprimant la joie que lui causait la perspective de leur alliance prochaine. Mr. Collins reçut ces félicitations et y répondit avec autant de plaisir, après quoi il se mit à relater les détails d'une entrevue dont il avait tout lieu d'être satisfait, puisque le refus de sa cousine lui avait obstinément opposé n'avait d'autre cause que sa modestie et l'extrême délicatesse de ses sentiments. Ce récit cependant causa quelques troubles à Mrs. Bennet. Elle eût bien voulu partager de cette belle assurance et croire que sa fille, en repoussant Mr. Collins, avait eu l'intention de l'encourager. Mais la chose lui paraissait peu vraisemblable, et elle ne put s'empêcher de le dire. Soyez sûr, Mr. Collins, que Lizzie finira par entendre raison. C'est une fille sotte et entêtée qui ne connaît point son intérêt, mais je me charge de le lui faire comprendre. Permettez, madame, si votre fille est réellement sotte et entêtée comme vous le dites, je me demande si elle est la femme qui me convient. Un homme de ma situation désire nullement trouver le bonheur dans l'état conjugal, et si ma cousine persiste à rejeter ma demande, peut-être vaudrait-il mieux ne pas essayer de la lui faire agréer de force. Sujette à de tels défauts de caractère, elle ne me paraît pas faite pour assurer ma félicité. Monsieur, vous interprétez mal mes paroles, s'écria Mrs. Bennet alarmée. Lizzie ne montre d'entêtement que dans des questions de ce genre. Autrement, c'est la meilleure nature qu'on puisse rencontrer. Je vais de ce pas trouver Mr. Bennet et nous aurons tôt fait, à nous deux, de régler cette affaire avec elle. Et, sans lui donner le temps de répondre, elle se précipita dans la bibliothèque où se trouvait son mari. « Ah, Mr. Bennet, s'exclama-t-elle en entrant. J'ai besoin de vous tout de suite. Venez vite obliger Lizzie à accepter Mr. Collins. Elle jure ses grands dieux qu'elle ne veut pas de lui. Si vous ne vous hâtez pas, il va changer d'avis, et c'est lui qui ne voudra plus d'elle. » Mr. Bennet avait levé les yeux de son livre à l'entrée de sa femme, et la fixait avec une indifférence tranquille que l'émotion de celle-ci n'arriva pas à troubler. « Je n'ai pas l'avantage de vous comprendre, dit-il quand elle eut fini. De quoi parlez-vous donc? Mais de Lizzie et de Mr. Collins. Lizzie dit qu'elle ne veut pas de Mr. Collins, et Mr. Collins commence à se dire qu'il ne veut plus de Lizzie. Et que puis-je faire à ce propos? Le cas me semble plutôt désespéré. Parlez à Lizzie, dites-lui que vous tenez à ce mariage. Faites-la appeler, je vais lui dire ce que je pense. Mrs. Bennet sonna et donna l'ordre d'avertir Miss Elizabeth qu'on la demandait dans la bibliothèque. Arrivez ici, mademoiselle, lui cria son père dès qu'elle parut. Je vous ai envoyé chercher pour une affaire d'importance. Mr. Collins, me dit-on, vous aurez demandé en mariage. Est-ce exact? Très exact, répondit Elizabeth. Vous avez repoussé cette demande? Oui, mon père. Fort bien. Votre mère insiste pour que vous l'acceptiez. C'est bien cela, Mrs. Bennet. Parfaitement. Si elle s'obstine dans son refus, je ne la reverrai pas de ma vie. Ma pauvre enfant, vous voilà dans une cruelle alternative. À partir de ce jour, vous allez devenir étrangère à l'un de nous deux. Votre mère refuse de vous revoir si vous n'épousez pas Mr. Collins, et je vous défends de reparaître devant moi si vous l'épousez. Elizabeth ne put s'empêcher de sourire à cette conclusion inattendue, mais Mrs. Bennet, qui avait supposé que son mari partageait son sentiment, fut excessivement désappointée. « Mr. Bennet, à quoi pensez-vous de parler ainsi? Vous m'aviez promis d'amener votre fille à la raison. »« Ma chère amie, répliqua son mari, veuillez m'accorder 2 faveurs. La première, c'est de me permettre en cette affaire le libre usage de mon jugement, et la seconde de me laisser celui de ma bibliothèque. Je serai heureux de m'y retrouver seul le plus tôt possible. » Malgré la défection de son mari, Mrs. Bennet ne se résigna pas tout de suite à s'avouer battue. Elle entreprit Elizabeth à plusieurs reprises, la suppliant et la menaçant tour à tour. Elle essaya aussi de se faire une alliée de Jane, mais avec toute la douceur possible, celle-ci refusa d'intervenir. Quant à Elizabeth, tantôt avec énergie, tantôt avec gaieté, elle repoussa tous les assauts, changeant de tactique, mais non de détermination. Mr. Collins, pendant ce temps, méditait solitairement sur la situation. La haute opinion qu'il avait de lui-même l'empêchait de concevoir les motifs qui avaient poussé sa cousine à le refuser, et bien que blessé dans son amour-propre, il n'éprouvait pas un véritable chagrin. Son attachement pour Elizabeth était un pur effet d'imagination, et la pensée qu'elle méritait peut-être les reproches de sa mère éteignait en lui tout sentiment de regret. Pendant que toute la famille était ainsi dans le désarroi, Charlotte Lucas vint pour passer la journée avec ses amis. Elle fut accueillie dans le hall par Lydia,
qui se précipita vers elle en chuchotant. « Je suis contente que vous soyez venue, car il se passe ici des choses bien drôles. Devinez ce qui est arrivé ce matin. Mr. Collins a offert sa main à Lizzie et elle l'a refusée. » Charlotte n'avait pas eu le temps de répondre qu'elles étaient rejointes par Kitty, pressée de lui annoncer la même nouvelle. Enfin, dans la salle à manger, Mrs. Bennet, qu'elles y retrouvèrent seules, reprit le même sujet et réclama l'aide de Miss Lucas en la priant d'user de son influence pour décider son amie à se plier au vu de tous les siens. « Je vous en prie, chère Miss Lucas, dit-elle d'une voix plaintive. Faites cela pour moi. Personne n'est de mon côté, personne ne me soutient, personne n'a pitié de mes pauvres nerfs. » L'entrée de Jane et d'Elizabeth dispensa Charlotte de répondre. « Et justement la voici, poursuivit Mrs. Bennet, aussi tranquille, aussi indifférente que s'il s'agissait du chat de Perse. Tout lui est égal, pourvu qu'elle puisse faire ses volontés. Mais prenez garde, Miss Lizzie. Si vous vous entêtez à repousser toutes les demandes qui vous sont adressées, vous finirez par rester vieille fille, et je ne sais pas qui vous fera vivre lorsque votre père ne sera plus là. Ce n'est pas moi qui le pourrai, je vous en avertis. Je vous ai dit tout à l'heure, dans la bibliothèque, que je ne vous parlerai plus. Vous verrez si je ne tiens point parole. Je n'ai aucun plaisir à causer avec une fille si peu soumise. Non que j'en ai beaucoup à causer avec personne. Les gens qui souffrent de malaises nerveux comme moi n'ont jamais grand goût pour la conversation. Personne ne sait ce que j'endure. Mais c'est toujours la même chose, on ne plaint jamais ceux qui ne se plaignent pas eux-mêmes. » Ces filles écoutaient en silence cette litanie, sachant que tout effort pour raisonner leur mère ou pour la calmer ne ferait que l'irriter davantage. Enfin, les lamentations de Mrs. Bennet furent interrompues par l'arrivée de Mr. Collins, qui entrait avec un air plus solennel encore que d'habitude. Sur un signe, les jeunes filles quittèrent la pièce et Mrs. Bennet commença d'une voix douloureuse. « Mon cher Mr. Collins. »« Ma chère madame, l'interrompit celui-ci. Ne parlons plus de cette affaire. Je suis bien loin, continua-t-il d'une voix où perçait le mécontentement, de garder rancune à votre fille. La résignation à ce qu'on ne peut empêcher est un devoir pour tous, et plus spécialement pour un homme qui a fait choix de l'état ecclésiastique. Ce devoir, je m'y soumets d'autant plus aisément qu'un doute m'est venu sur le bonheur qui m'attendait si ma belle cousine m'avait fait l'honneur de m'accorder sa main. Et j'ai souvent remarqué que la résignation n'est jamais si parfaite que lorsque la faveur refusée commence à perdre à nos yeux quelque chose de sa valeur. J'espère que vous ne considérez pas comme un manque de respect envers vous que je retire mes prétentions aux bonnes grâces de votre fille sans vous avoir sollicité, vous et Mr. Bennet, d'user de votre autorité en ma faveur. Peut-être ai-je eu tort d'accepter un refus définitif de la bouche de votre fille plutôt que de la vôtre, mais nous sommes tous sujets à nous tromper. J'avais les meilleures intentions. Mon unique objet était de m'assurer une compagne aimable tout en servant les intérêts de votre famille. Cependant, si vous voyez dans ma conduite quelque chose de répréhensible, je suis tout prêt à m'en excuser. Chapitre 21. La discussion provoquée par la demande de Mr. Collins était maintenant close. Élisabeth en gardait seulement un souvenir pénible et devait encore supporter de temps à autre les aigres allusions de sa mère. Quant au soupirant malheureux, ses sentiments ne s'exprimaient point par de l'embarras ou de la tristesse, mais par une attitude raide et un silence plein de ressentiment. C'est à peine s'il s'adressait à Élisabeth, et les attentions dont il la comblait auparavant se reportèrent sur Miss Lucas, dont la complaisance à écouter ses discours fut un soulagement pour tout le monde, et en particulier pour Élisabeth. Le lendemain, la santé et l'humeur de Mrs. Bennet ne présentaient aucune amélioration, et Mr. Collins, de son côté, continuait à personnifier l'orgueil blessé. Élisabeth était flattée de l'espoir que son mécontentement le déciderait à abréger son séjour, mais ses plans n'en paraissaient nullement affectés. Il s'était toujours proposé de rester jusqu'au samedi et n'entendait pas s'en aller un jour plus tôt. Après le déjeuner, les jeunes filles se rendirent à Meryton pour savoir si Mr. Wickham était de retour. Comme elles entraient dans la ville, elles le rencontrèrent lui-même et il les accompagna jusque chez leur tante, où son regret d'avoir manqué le bal de Netherfield et la déception que tout le monde en avait éprouvée furent l'objet de longs commentaires. À Élisabeth, pourtant, il ne fit aucune difficulté pour avouer que son absence avait été volontaire. À mesure que la date du bal se rapprochait, dit-il, j'avais l'impression de plus en plus nette que je ferais mieux d'éviter une rencontre avec Mr. Darcy. Me trouver avec lui dans la même salle, dans la même société pendant plusieurs heures, était peut-être plus que je ne pouvais supporter. Il aurait pu en résulter des incidents aussi désagréables pour les autres que pour moi-même.
Elizabeth approuva pleinement son abstention. Ils eurent tout le loisir de s'étendre sur ce sujet, car Wickham et un de ses camarades reconduisirent les jeunes filles jusqu'à Longbourn, et pendant le trajet, il s'entretint surtout avec Elizabeth. Touchée d'un empressement aussi flatteur, elle profita de l'occasion pour le présenter à ses parents. Peu après leur retour, un pli à portée de Netherfield fut remis à Jane qui l'ouvrit aussitôt. L'enveloppe contenait une feuille d'un charmant papier satiné, couverte d'une écriture féminine élégante et déliée. Elizabeth vit que sa sœur changeait de couleur en lisant, et qu'elle s'arrêtait spécialement à certains passages de la lettre. Jane, d'ailleurs, reprit vite son sang-froid et se joignit à la conversation générale avec son entrain habituel. Mais dès que Wickham et son compagnon furent partis, elle fit signe à Elizabeth de la suivre dans leur chambre. À peine y était-elle qu'elle dit, en lui tendant la lettre. « C'est de Caroline Bingley, et la nouvelle qu'elle m'apporte n'est pas sans me surprendre. À l'heure qu'il est, ils ont tous quitté Netherfield et sont en route pour Londres sans idée de retour. Écoutez plutôt. » Elle lut la première phrase qui annonçait la résolution de ces dames de rejoindre leur frère et de dîner ce même soir à Grosvenor Street, où les Hurst avaient leur maison. La lettre continuait ainsi. « Nous ne regretterons pas grand-chose du Hertfordshire à part votre société, chère amie. Espérons cependant que l'avenir nous réserve l'occasion de renouer nos si agréables relations et qu'en attendant, nous adoucirons l'amertume de l'éloignement par une correspondance fréquente et pleine d'abandon. » Cette grande tendresse laissa Elizabeth très froide. Bien que la soudaineté de ce départ la surprit, elle n'y voyait rien qui valût la peine de s'en affliger. Le fait que ces dames n'étaient plus à Netherfield n'empêcherait vraisemblablement point Mr. Bingley d'y revenir, et sa présence, Elizabeth en était persuadée, aurait vite consolé Jane de l'absence de ses sœurs. « C'est dommage, dit-elle après un court silence, que vous n'ayez pu les revoir avant leur départ. Cependant, il nous est peut-être permis d'espérer que l'occasion de vous retrouver se présentera plus tôt que Miss Bingley ne le prévoit. Qui sait si ces rapports d'amitié qu'elle a trouvés si agréables ne se renoueront pas plus intimes encore. Mr. Bingley ne se laissera pas retenir longtemps à Londres. » Caroline déclare nettement qu'aucun d'eux ne reviendra à Netherfield de tout l'hiver. Voici ce qu'elle dit. « Quand mon frère nous a quittés hier, il pensait pouvoir conclure en 3 ou 4 jours l'affaire qui l'appelait à Londres, mais c'est certainement impossible, et comme nous sommes convaincus, d'autre part, que Charles, une fois à Londres, ne sera nullement pressé d'en revenir, nous avons décidé de le rejoindre afin de lui épargner le désagrément de la vie à l'hôtel. Beaucoup de nos amis ont déjà regagné la ville pour l'hiver. Comme je serais heureuse d'apprendre que vous-même, cher ami, vous proposez de faire un tour dans la capitale. Mais hélas, je n'ose y compter. Je souhaite sincèrement que les fêtes de Noël soient chez vous des plus joyeuses et que vos nombreux succès vous consolent du départ des 3 admirateurs que nous allons vous enlever. Ceci montre bien, conclut Jane, que Mr. Bingley ne reviendra pas de cet hiver. Ceci montre seulement que Miss Bingley ne veut pas qu'il revienne. Qu'est-ce qui vous le fait croire? Mr. Bingley est maître de ses actes, c'est de lui que vient sans doute cette décision. Mais attendez le reste. À vous, je ne peux rien cacher. Je vais vous lire le passage qui me peine le plus. Mr. Darcy est impatient de retrouver sa sœur, et, à vous dire vrai, nous ne le sommes pas moins que lui. Il est difficile de trouver l'égal de Georgiana Darcy sous le rapport de la beauté, de l'élégance et de l'éducation, et la sympathie que nous avons pour elle, Louisa et moi, est accrue par l'espérance de la voir un jour devenir notre sœur. Je ne sais si je vous ai jamais fait part de nos sentiments à cet égard, mais je ne peux pas vous quitter sans vous en parler. Mon frère admire beaucoup Georgiana. Il aura maintenant de fréquentes occasions de la voir dans l'intimité. Les 2 familles s'accordent pour désirer cette union, et je ne crois pas être aveuglée par l'affection fraternelle en disant que Charles a tout ce qu'il faut pour se faire aimer. Avec tant de circonstances favorables, ai-je tort, ma chère Jane, de souhaiter la réalisation d'un événement qui serait tant heureux? Que pensez-vous de cette phrase, ma chère Lizzie, dit Jane en achevant sa lecture. Ne dit-elle pas clairement que Caroline n'a aucun désir de me voir devenir sa sœur, qu'elle est tout à fait convaincue de l'indifférence de son frère à mon égard, et que si elle soupçonne la nature des sentiments qu'il m'inspire, elle veut très amicalement me mettre sur mes gardes? Peut-on voir autre chose dans ce que je viens de lire? Oui, certes, car mon impression est tout à fait différente, et la voici en 2 mots. Miss Bingley s'est aperçue que son frère vous aime, alors elle veut lui faire épouser Miss Darcy. Elle va le rejoindre afin de le retenir à Londres, et elle essaye de vous persuader qu'il ne pense pas à vous. Jane secoua la tête.
Jane, je vous dis la vérité. Tous ceux qui vous ont vu avec Mr. Bingley ne peuvent douter de ses sentiments pour vous. Miss Bingley pas plus que les autres, car elle n'est point sotte. Si elle pouvait croire que Mr. Darcy éprouve seulement la moitié de cette affection pour elle-même, elle aurait déjà commandé sa robe de noces. Mais le fait est que nous ne sommes ni assez riches ni assez nobles pour eux, et Miss Bingley est d'autant plus désireuse de voir son frère épouser Miss Darcy qu'elle pense qu'une première alliance entre les deux familles en félicitera une seconde. Ce n'est pas mal combiné et pourrait après tout réussir si Miss de Bourgh n'était pas dans la coulisse. Mais voyons, ma chère Jane, si Miss Bingley vous raconte que son frère est plein d'admiration pour Miss Darcy, ce n'est pas une raison suffisante pour croire qu'il soit moins sensible à vos charmes que quand il vous a quitté mardi soir, ni qu'elle puisse le persuader à son gré que ce n'est pas de vous, mais de son ami qu'il était pris. Tout ce que vous me dites là pourrait me tranquilliser si nous nous faisions la même idée de Miss Bingley, répliqua Jane, mais je suis certaine que vous la jugez injustement. Caroline est incapable de tromper quelqu'un de propos délibérés. Tout ce que je puis espérer de mieux dans le cas présent, c'est qu'elle se trompe elle-même. C'est parfait. Du moment que vous ne voulez pas de mon explication, vous ne pouviez en trouver une meilleure. Croyez donc que Miss Bingley se trompe et que cette supposition charitable vous redonne la tranquillité. Mais, ma chère Elisabeth, même en m'étant tout au mieux, pourrais-je vraiment être heureuse en épousant un homme que ses sœurs et ses amis désirent tant marier à une autre? Cela, c'est votre affaire, et si à la réflexion vous trouvez que la douleur de désobliger les deux sœurs est plus grande que la joie d'épouser le frère, je vous conseille vivement de ne plus penser à lui. Pouvez-vous parler ainsi, dit Jane avec un faible sourire. Vous savez bien que malgré la peine que me causerait leur désapprobation, je n'hésiterai pas. Mais il est probable que je n'aurai pas à choisir si Mr. Bingley ne revient pas cet hiver. Tant de choses peuvent se produire en 6 mois. Les deux sœurs convinrent d'annoncer ce départ à leur mère sans rien ajouter qui pût l'inquiéter sur les intentions de Mr. Bingley. Cette communication incomplète ne laissa pas toutefois de contrarier vivement Mrs. Bennet, qui déplora ce départ comme une calamité. Ne survenait-il pas juste au moment où les deux familles commençaient à se lier intimement? Après s'être répandue quelque temps en doléances, l'idée que Mr. Bingley reviendrait sans doute bientôt et dînerait à Longbourn lui apporta un peu de réconfort. En l'invitant, elle avait parlé d'un repas de famille, mais elle décida que le menu n'en comporterait pas moins de 2 services complets. Chapitre 22. Les Bennet dînaient ce jour-là chez les Lucas, et de nouveau, Miss Lucas eut la patience de servir d'auditrice à Mr. Collins pendant la plus grande partie de la soirée. Elisabeth lui en rendit grâce. « Vous le mettez ainsi de bonne humeur, dit-elle. Je ne sais comment vous en remercier. » Charlotte répondit que le sacrifice de son temps était largement compensé par la satisfaction d'obliger son amie. C'était fort aimable, mais la bonté de Charlotte visait beaucoup plus loin que ne le soupçonnait Elisabeth, car son but était de la délivrer d'une admiration importune en prenant tout simplement sa place dans le cœur de Mr. Collins. Quand on se sépara, à la fin de la soirée, l'affaire était en si bon train que Charlotte se serait crue assurée du succès si Mr. Collins n'avait pas été à la veille de quitter le Hertfordshire. Mais elle n'avait pas bien mesuré l'ardeur des sentiments de Mr. Collins et l'indépendance de son caractère, car le lendemain matin il s'échappait de Longbourn en dissimulant son dessein avec une habileté incomparable, et accourait à Lucas Lodge pour se jeter à ses pieds. Il désirait surtout éviter d'éveiller l'attention de ses cousines, persuadées qu'elles ne manqueraient pas de soupçonner ses intentions, car il ne voulait pas qu'on apprît sa tentative avant qu'il pût en annoncer l'heureux résultat. Bien que se sentant assez tranquille, car Charlotte avait été passablement encourageante, il se tenait quand même sur ses gardes devant son aventure du mercredi précédent. L'accueil qu'il reçut cependant fut des plus flatteurs. D'une fenêtre du premier étage, Miss Lucas l'aperçut qui se dirigeait vers la maison, et elle se hâta de sortir pour le rencontrer accidentellement dans le jardin, mais jamais elle n'aurait pu imaginer que tant d'amour et d'éloquence l'attendaient au bout de l'allée. En aussi peu de temps que le permirent les longs discours de Mr. Collins, tout était réglé entre les deux jeunes gens à leur mutuelle satisfaction, et comme ils entraient dans la maison, Mr. Collins suppliait déjà Charlotte de fixer le jour qui mettrait le comble à sa félicité. Si une telle demande ne pouvait être exaucée sur-le-champ, l'objet de sa flamme ne manifestait du moins aucune inclination à différer son bonheur. L'inintelligence dont la nature avait gratifié Mr. Collins n'était pas pour faire souhaiter des fiançailles prolongées avec un tel soupirant, et Miss Lucas,
qui l'avait accepté dans le seul désir de s'établir honorablement, se souciait assez peu que la date du mariage fût plus ou moins proche. Le consentement de Sir William et de Lady Lucas, demandé aussitôt, fut accordé avec empressement joyeux. La situation de Mr. Collins faisait de lui un parti avantageux pour leur fille, dont la dot était modeste, tandis que les espérances de fortune du jeune homme étaient fort belles. Avec un intérêt qu'elle n'avait encore jamais éprouvé, Lady Lucas se mit tout de suite à calculer combien d'années Mr. Bennet pouvait bien avoir encore à vivre, et Sir William déclara que lorsque son gendre serait en possession du domaine de Longbourn, il ferait bien de se faire présenter à la cour avec sa femme. Bref, toute la famille était ravie. Les plus jeunes filles voyaient dans ce mariage l'occasion de faire un peu plus tôt leur entrée dans le monde, et les garçons se sentaient délivrés de la crainte de voir Charlotte mourir vieille fille. Charlotte elle-même était assez calme. Parvenue à ses fins, elle examinait maintenant le fruit de sa victoire, et ses réflexions étaient somme toute satisfaisantes. Mr. Collins n'avait évidemment ni intelligence ni charme. Sa conversation était ennuyeuse, et dans l'ardeur de ses sentiments, il entrait sans doute moins d'amour que d'imagination, mais tel qu'il était, c'était un mari. Or, sans se faire une très haute idée des hommes, Charlotte Lucas avait toujours eu la vocation et le désir de se marier. Elle voyait dans le mariage la seule situation convenable pour une femme d'éducation distinguée et de fortune modeste, car s'il ne donnait pas nécessairement le bonheur, il mettait du moins à l'abri des difficultés matérielles. Arrivée à l'âge de 27 ans et n'ayant jamais été jolie, elle appréciait à sa valeur la chance qui s'offrait à elle. Ce qui la gênait le plus, c'était la surprise qu'elle allait causer à Elizabeth Bennet, dont l'amitié lui était particulièrement chère. Elizabeth s'étonnerait sûrement, la blâmerait peut-être, et si sa résolution ne devait pas en être ébranlée, elle pourrait du moins se sentir blessée par la désapprobation de sa meilleure amie. Elle résolut de lui faire part elle-même de l'événement, et quand Mr. Collins, à l'heure du dîner, se mit un devoir de retourner à Longbourn, elle le pria de ne faire aucune allusion à leur fiançailles devant la famille Bennet. La promesse d'être discret fut naturellement donnée avec beaucoup de soumission, mais elle ne fut pas tenue sans difficulté, la curiosité éveillée par la longue absence de Mr. Collins se manifestant à son retour par des questions tellement directes qu'il lui fallut beaucoup d'ingéniosité pour les éluder toutes, ainsi que beaucoup d'abnégation pour dissimuler un triomphe qu'il brûlait de publier. Comme il devait partir le lendemain matin de très bonne heure, la cérémonie des adieux eut lieu le soir, au moment où les dames allaient se retirer. Mrs. Bennet, toute politesse et cordialité, dit combien il serait très heureux de le revoir lorsque les circonstances le permettraient. Chère madame, répondit-il, cette invitation m'est d'autant plus agréable que je la souhaitais vivement, et vous pouvez être sûre que j'en profiterai aussitôt qu'il me sera possible. Un étonnement général accueillit ces paroles, et Mrs. Bennet, à qui la perspective d'un retour aussi rapide ne souriait nullement, se hâta de dire « Mais êtes-vous bien sûr, mon cher monsieur, d'obtenir l'approbation de Lady Catherine ? Mieux vaudrait négliger un peu votre famille que courir le risque de mécontenter votre protectrice. » Cher monsieur, répliqua Mr. Collins, laissez-moi vous remercier de ce conseil amical. Soyez certain que je ne prendrai pas une décision aussi importante sans l'assentiment de sa grâce. Certes, vous ne pouvez lui marquer trop de déférence. Risquez tout plutôt que son mécontentement, et si jamais votre visite ici devait le provoquer, demeurez en paix chez vous et soyez persuadé que nous n'en serons nullement froissés. Mon cher monsieur, tant d'attention excite ma gratitude, et vous pouvez compter recevoir bientôt une lettre de remerciement pour toutes les marques de sympathie dont vous m'avez comblé pendant mon séjour ici. Quant à mes aimables cousines, bien que mon absence doive être sans doute de courte durée, je prends maintenant la liberté de leur souhaiter santé et bonheur, sans faire exception pour ma cousine Elizabeth. Après quelques paroles aimables, Mrs. Bennet et ses filles se retirèrent, surprises de voir qu'il méditait un aussi prompt retour à Longbourn. Mrs. Bennet aurait aimé en déduire qu'il songeât à l'une des plus jeunes filles, et Marie se serait laissée persuader de l'accepter. Plus que ses sœurs, elle appréciait ses qualités et goûtait ses réflexions judicieuses. Encouragée par un exemple comme le sien à développer sa culture, elle estimait qu'il pourrait faire un très agréable compagnon. Le lendemain matin vit s'évanouir cet espoir. Miss Lucas, arrivée peu après le breakfast, prit Elizabeth à part et lui raconta ce qu'il s'était passé la veille. Que Mr. Collins se crut épris de son ami, l'idée en était déjà venue à Elizabeth au cours des 2 journées précédentes. Mais que Charlotte eût pu l'encourager, la chose lui paraissait inconcevable. Elle fut tellement abasourdie qu'oubliant toute politesse, elle s'écria. « Fiancée à Mr. Collins ? Ma chère Charlotte, c'est impossible !»
Le calme avec lequel Charlotte avait pu parler jusque-là fit place à une confusion momentanée devant un blâme aussi peu déguisé. Mais elle reprit bientôt son sang-froid et répliqua paisiblement. Pourquoi cette surprise, ma chère Elisa? Trouvez-vous si incroyable que Mr. Collins puisse obtenir la faveur d'une femme parce qu'il n'a pas eu la chance de gagner la vôtre? Mais Elisabeth s'était déjà reprise, et avec un peu d'effort put assurer son amie que la perspective de leur prochaine parenté lui était très agréable et qu'elle lui souhaitait toutes les prospérités imaginables. Je devine votre sentiment, répondit Charlotte. Mr. Collins ayant manifesté si récemment le désir de vous épouser, il est naturel que vous éprouviez un étonnement très vif. Cependant, quand vous aurez le temps d'y réfléchir, je crois que vous m'approuverez. Vous savez que je ne suis pas romanesque, je ne l'ai jamais été. Un foyer confortable est tout ce que je désire. Or, en considérant l'honorabilité de Mr. Collins, ses relations, sa situation sociale, je suis convaincue d'avoir en l'épousant des chances de bonheur que tout le monde ne trouve pas dans le mariage. Sans doute, répondit Elisabeth, et après une pause un peu gênée, toutes deux rejoignirent le reste de la famille. Charlotte ne resta pas longtemps, et, après son départ, Elisabeth se mit à réfléchir sur ce qu'elle venait d'apprendre. Que Mr. Collins pût faire deux demandes en mariage en 3 jours était à ses yeux moins étrange que de le voir agréé par son amie. Elisabeth avait toujours senti que les idées de Charlotte sur le mariage différaient des siennes, mais elle n'imaginait point que, le moment venu, elle serait capable de sacrifier les sentiments les plus respectables à une situation mondaine à des avantages matériels. Charlotte, mariée à Mr. Collins, quelle image humiliante! Au regret de voir son amie se diminuer ainsi dans son estime, s'ajoutait la conviction pénible qu'il lui serait impossible de trouver le bonheur dans le lot qu'elle s'était choisi. Chapitre 23. Elisabeth, qui travaillait en compagnie de sa mère et de ses sœurs, se demandait si elle était autorisée à leur communiquer ce qu'elle venait d'apprendre lorsque Sir William Lucas lui-même fit son entrée, envoyé par sa fille pour annoncer officiellement ses fiançailles à toute la famille. Avec force de compliments, et en se félicitant pour son compte personnel de la perspective d'une alliance entre les deux maisons, il leur fit part de la nouvelle qui provoqua autant d'incrédulité que de surprise. Mrs. Bennet, avec une insistance discourtoise, protesta qu'il devait faire erreur, tandis que Lydia, toujours étourdie, s'exclamait bruyamment. Grand Dieu, Sir William, que nous comptez-vous là? Ne savez donc pas que Mr. Collins veut épouser Lizzie? Il fallait toute la politesse d'un homme de cour pour supporter un pareil assaut. Sir William, néanmoins, tout en priant ces dames de croire à sa véracité, sut écouter leurs peu discrètes protestations de la meilleure grâce du monde. Élisabeth, sentant qu'elle devait lui venir en aide dans une aussi fâcheuse situation, intervint pour dire qu'elle connaissait déjà la nouvelle par Charlotte et s'efforça de mettre un terme aux exclamations de sa mère et de ses sœurs en offrant à Sir William de cordiales félicitations auxquelles se joignirent celles de Jane. Puis elle s'entendit en diverses considérations sur le bonheur futur de Charlotte, l'honorabilité de Mr. Collins et la courte distance qui séparait Hunsford de Londres. Mrs. Bennet était tellement stupéfaite qu'elle ne trouva plus rien à dire jusqu'au départ de Sir William. Mais dès qu'il se fut retiré, elle donna libre cours au flot tumultueux de ses sentiments. Elle commença par s'obstiner dans son incrédulité, puis elle affirma que Mr. Collins s'était laissé entortiller par Charlotte. Elle déclara ensuite que ce ménage ne serait pas heureux, et pour finir annonça la rupture prochaine des fiançailles. 2 choses, cependant, se dégageaient clairement de ce discours. Élisabeth était la cause de tout le mal, et elle, Mrs. Bennet, avait été indignement traitée. Elle médita tout le jour ces 2 points. Rien ne pouvait la consoler, et la journée ne suffit pas à calmer son ressentiment. De toute la semaine, elle ne put voir Élisabeth sans lui renouveler ses reproches. Il lui fallut plus d'1 mois pour reprendre vis-à-vis de Sir William et de Lady Lucas une attitude suffisamment correcte, et il s'écoula beaucoup plus de temps avant qu'elle parvint à pardonner à leur fille. Mr. Bennet accueillit la nouvelle avec plus de sérénité. Il lui plaisait, dit-il, de constater que Charlotte Lucas, qu'il avait toujours considérée comme une fille raisonnable, n'avait pas plus de bon sens que sa femme et en avait certainement moins que sa fille. Entre Élisabeth et Charlotte, une gêne subsistait qui les empêchait toutes deux d'aborder ce chapitre. Élisabeth sentait bien qu'il ne pouvait plus y avoir entre elles la même confiance. Désappointée par Charlotte, elle se tourna avec plus d'affection vers sa sœur sur la droiture et la délicatesse de laquelle elle savait pouvoir toujours compter, mais elle devenait chaque jour plus anxieuse au sujet de son bonheur, car Bingley était parti depuis plus d'1 semaine et il n'était pas question de son retour.
Jane avait répondu tout de suite à Caroline et comptait dans combien de jours elle pouvait raisonnablement espérer une nouvelle lettre. Les remerciements annoncés par Mr. Collins arrivèrent le mardi. Adressée à Mr. Bennet, sa lettre exprimait avec emphase sa gratitude aussi profonde que s'il eût fait un séjour de toute une année dans la famille Bennet. Ce devoir accompli, Mr. Collins annonçait en termes dithyrambiques le bonheur qu'il avait eu là de conquérir le cœur de leur aimable voisine et révélait que c'était avec le dessein de se rapprocher d'elle qu'il avait accepté si volontiers leur aimable invitation. Il pensait donc faire sa réapparition à Longbourn 15 jours plus tard. Lady Catherine, ajouta-t-il, approuvait si complètement son mariage qu'elle désirait le voir célébré le plus tôt possible, et il comptait sur cet argument péremptoire pour décider l'aimable Charlotte à fixer rapidement le jour qui ferait de lui le plus heureux des hommes. Le retour de Mr. Collins ne pouvait plus causer aucun plaisir à Mrs. Bennet. Au contraire, tout autant que son mari, elle le trouvait le plus fâcheux du monde. N'était-il pas étrange que Mr. Collins vînt à Longbourn au lieu de descendre chez les Lucas ? C'était fort gênant et tout à fait ennuyeux. Elle n'avait pas besoin de voir des hôtes chez elle avec sa santé fragile, et encore moins des fiancés qui, de tous, sont les gens les plus désagréables à recevoir. Ainsi murmurait Mrs. Bennet, et ses plaintes ne cessaient que pour faire place à l'expression plus amère du chagrin que lui causait l'absence prolongée de Mr. Bingley. Cette absence inquiétait aussi Jane et Elizabeth. Les jours s'écoulaient sans apporter de nouvelles, sinon celles qui commençaient à circuler à Meryton, qu'on ne le reverrait plus de tout l'hiver à Netherfield. Elizabeth elle-même commençait à craindre que Mr. Bingley ne se fût laissé retenir à Londres par ses sœurs. Malgré sa répugnance à admettre une supposition qui ruinait le bonheur de sa sœur et donnait une idée si médiocre de la constance de Bingley, elle ne pouvait s'empêcher de penser que les efforts réunis de deux sœurs insensibles et d'un ami autoritaire, joints au charme de Miss Darcy et au plaisir de Londres, pouvaient bien avoir raison de son attachement pour Jane. Quant à cette dernière, l'incertitude lui était, cela va de soi, encore plus pénible qu'à Elizabeth. Mais quels que fussent ses sentiments, elle évita de les laisser voir, et c'était un sujet que les deux sœurs n'abordaient jamais ensemble. Mr. Collins revint ponctuellement 15 jours plus tard, comme il l'avait annoncé, et s'il ne fut pas reçu à Longbourn aussi chaudement que la première fois, il était trop heureux pour s'en apercevoir. Du reste, ses devoirs de fiancé le retenaient presque toute la journée chez les Lucas, et il ne rentrait souvent que pour s'excuser de sa longue absence à l'heure où ses autres gagnaient leur chambre. Mrs. Bennet était vraiment à plaindre. La moindre allusion au mariage de Mr. Collins la mettait hors d'elle, et partout où elle allait, elle était sûre d'en entendre parler. La vue de Miss Lucas lui était devenue odieuse. Elle ne pouvait sans horreur penser qu'elle lui succéderait à Longbourn, et le cœur plein d'amertume, elle fatiguait son mari de ses doléances. Oui, Mr. Bennet, il est trop dur de penser que Charlotte Lucas sera un jour maîtresse de cette maison, et qu'il me faudra m'en aller pour lui céder la place. Cher ami, écartez ces pensées funèbres. Flattons-nous plutôt de l'espoir que je vous survivrai. Mais cette consolation semblait un peu mince à Mrs. Bennet, qui, sans y répondre, continuait. Je ne puis supporter l'idée que tout ce domaine lui appartiendra. Ah, s'il n'y avait pas cette entaille, comme cela me serait égal. Qu'est-ce qui vous semblerait égal? Tout le reste. Rendons grâce au ciel, alors, de vous avoir préservé d'une telle insensibilité. Jamais, Mr. Bennet, je ne rendrai grâce pour ce qui touche à ce maudit entaille. Qu'on puisse prendre des dispositions pareilles pour frustrer ces filles de leurs biens, c'est une chose que je ne pourrai jamais comprendre. Et tout cela pour les beaux yeux de Mr. Collins. Encore. Pourquoi lui plutôt qu'un autre? Je vous laisse le soin de résoudre le problème, dit Mr. Bennet. Chapitre 24. La lettre de Miss Bingley arriva et mit fin à tous les doutes. Dès la première phrase, elle confirmait la nouvelle de leur installation à Londres pour tout l'hiver et transmettait les regrets de Mr. Bingley de n'avoir pu aller présenter ses respects à ses voisins avant de quitter la campagne. Il fallait donc renoncer à tout espoir, et quand Jane eut le courage d'achever sa lettre, à part les protestations d'amitié de Caroline, elle n'y trouva rien qui pût la réconforter. Les louanges de Miss Darcy en occupaient la plus grande partie. Miss Bingley se félicitait de leur intimité croissante et prévoyait l'accomplissement des désirs secrets qu'elle avait révélés à son amie dans sa lettre précédente. Elle raconta avec satisfaction que son frère fréquentait beaucoup chez Mr. Darcy et décrivait avec transport les plans de celui-ci pour le renouvellement de son mobilier. Elizabeth, à qui Jane communiqua le principal de sa lettre, écouta, silencieuse et pleine d'indignation,
le cœur partagé entre la pitié qu'elle éprouvait pour sa sœur et le ressentiment que lui inspiraient les Bingley. Elle n'attachait aucune valeur à ce que disait Caroline sur l'admiration de son frère pour Miss Darcy, de la tendresse de celui-ci pour Jane. Elle n'avait jamais douté et n'en doutait pas encore. Mais elle ne pouvait sans colère, à peine sans mépris, songer à ce manque de décision qui faisait de lui actuellement le jouet des intrigues des siens et la menait à sacrifier son bonheur à leur préférence. Et s'il ne s'agissait que de son bonheur, libre à lui d'en disposer. Mais celui de Jane était aussi en jeu et il ne pouvait l'ignorer. Un jour ou deux se passèrent avant que Jane eût le courage d'aborder ce sujet avec Elizabeth, mais un après-midi où sa mère avait plus encore que d'habitude épanché son irritation contre le maître de Netherfield, elle ne put s'empêcher de dire « Comme je souhaiterais que notre mère eût un peu plus d'empire sur elle-même. Elle ne se doute pas de la peine qu'elle me cause avec ses allusions continuelles à Mr. Bingley. Mais je ne veux pas me plaindre. Tout cela passera et nous nous retrouverons comme auparavant. » Élisabeth, sans répondre, regarda sa sœur avec une tendresse incrédule. « Vous ne me croyez pas, s'écria Jane en rougissant. Vous avez tort. Il restera dans ma mémoire comme l'homme le plus aimable que j'ai connu. Mais c'est tout. Je n'ai rien à lui reprocher. Dieu soit loué de m'avoir, du moins, évité ce chagrin. Aussi, dans un peu de temps, je serai certainement capable de me ressaisir. » Elle ajouta bientôt d'une voix plus ferme. « J'ai pour l'instant cette consolation. Tout ceci n'a été qu'une erreur dans mon imagination et n'a pu faire de mal qu'à moi-même. » « Jane, ma chérie, vous êtes trop généreuse, s'exclama Elizabeth. Votre douceur, votre désintéressement sont vraiment angéliques. Je ne sais que vous dire. Il me semble que je ne vous ai jamais rendu justice ni montré toute la tendresse que vous méritiez. » Jane repoussa ses éloges avec force et se mit en retour à louer la chaude affection de sa sœur. « Non, dit Elizabeth, ce n'est pas juste. Vous voulez ne voir partout que du bien. Vous êtes contrariée si je porte un jugement sévère, et quand je vous déclare parfaite, vous protestez. Oh, ne craignez pas que j'exagère ou que j'empiète sur votre privilège de juger favorablement tout l'univers. Plus je vais, et moins le monde me satisfait. Chaque jour me montre davantage l'instabilité des caractères et le peu de confiance qu'on peut mettre dans les apparences de l'intelligence et du mérite. Je viens d'en avoir 2 exemples. De l'un, je ne parlerai pas. L'autre, c'est le mariage de Charlotte. N'est-il pas inconcevable à tous les points de vue ? Ma chère Lizzie, ne vous laissez pas aller à des sentiments de ce genre. Vous ne tenez pas assez compte des différences de situation et de caractère. Considérez seulement l'honorabilité de Mr. Collins et l'esprit sensé et prudent de Charlotte. Souvenez-vous qu'elle appartient à une nombreuse famille, que ce mariage sous le rapport de la fortune est très avantageux, et par égard pour tous deux, efforcez-vous de croire que Charlotte peut vraiment éprouver quelque chose comme de l'estime et de l'affection pour notre cousin. Je croirais n'importe quoi pour vous faire plaisir, mais je me demande qui, hormis vous, en bénéficiera. Si je pouvais me persuader que Charlotte aime notre cousin, il me faudrait juger son esprit aussi sévèrement que je juge son cœur. Vous ne pouvez nier, ma chère Jane, que Mr. Collins ne soit un être prétentieux, pompeux et ridicule, et vous sentez forcément, comme moi, que la femme qui consent à l'épouser manque de jugement. Vous ne pouvez donc la défendre, même si elle s'appelle Charlotte Lucas. Je trouve seulement que vous exprimez votre pensée en termes trop sévères, et vous en serez convaincu, je l'espère, en les voyant heureux ensemble. Mais laissons ce sujet. Vous avez parlé de 2 exemples, et je vous ai bien comprise. Je vous en prie, ma chère Lizzie, n'ajoutez pas à ma peine en jugeant une certaine personne digne de blâme et en déclarant qu'elle a perdu votre estime. Il ne faut pas se croire si vite victime d'une offense volontaire. Nous ne devons pas attendre d'un jeune homme gai et plein d'entrain tant de prudence et de circonspect. Bien souvent, c'est votre propre vanité qui vous égare, et les femmes croient trouver dans l'admiration qu'elles excitent beaucoup de choses qu'ils n'y sont pas. Et les hommes font bien ce qu'ils peuvent pour le faire croire. S'ils le font sciemment, ils sont impardonnables, mais je ne puis voir partout d'aussi noirs calculs. Je suis loin de charger Mr. Bingley d'une telle accusation, mais sans avoir de mauvaises intentions, on peut mal agir et être cause de chagrin. Il suffit pour cela d'être insouciant, de ne pas tenir assez compte des sentiments des autres, ou de manquer de volonté. Laquelle de ces 3 choses reprochez-vous à Mr. Bingley ? La dernière. Vous persistez alors à supposer que ses sœurs ont essayé de l'influencer ? Oui, et son amie également. C'est une chose que je ne puis croire. Elles ne peuvent souhaiter que son bonheur, et s'ils m'aiment, aucune femme ne pourra le rendre heureux. Elles peuvent souhaiter bien d'autres choses que son bonheur.
Elles peuvent souhaiter pour lui plus de richesse et de considération. Elles peuvent souhaiter lui voir épouser une jeune fille qui lui apporte à la fois de la fortune et de hautes relations. Sans aucun doute, elles souhaitent le voir épouser Miss Darcy. Mais cela peut venir d'un meilleur sentiment que vous ne pensez. La connaissant depuis plus longtemps que moi, il est naturel qu'elle me la préfère. Cependant, si elle croyait qu'il m'aime, elle ne chercherait pas à nous séparer, et s'il m'aimait, elle ne pourrait y réussir. Pour croire qu'il m'aime, il faut supposer que tout le monde agit mal, et cette idée me rend malheureuse. Au contraire, je n'éprouve nulle honte à reconnaître que je me suis trompée. Laissez-moi donc voir l'affaire sous ce jour qui me paraît être le véritable. Élisabeth ne pouvait que se rendre au désir de sa sœur, et entre elles, à partir de ce jour, le nom de Mr. Bingley ne fut plus que rarement prononcé. La société de Mr. Wickham fut précieuse pour dissiper le voile de tristesse que ces malencontreux événements avaient jeté sur Longbourn. On le voyait souvent, et à ses autres qualités s'ajoutait maintenant un abandon qui le rendait encore plus aimable. Tout ce qu'Élisabeth avait appris de ses démêlés avec Mr. Darcy était devenu public. On en parlait un peu partout, et l'on se plaisait à remarquer que Mr. Darcy avait paru antipathique à tout le monde avant même que personne fût au courant de cette affaire. Jane était la seule à supposer qu'il pouvait exister des faits ignorés de la société de Meryton. Dans sa candeur charitable, elle plaidait toujours les circonstances atténuantes et alléguait la possibilité d'une erreur, mais tous les autres s'accordaient pour condamner Mr. Darcy et le déclarer le plus méprisable des hommes. Et voilà. Salut!